Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Commençons l'émission d'aujourd'hui avec un grand changement qui a été proposé par l'Association médicale américaine. Cette proposition, c'est de supprimer le sexe des certificats de naissance. Donc, l'Association médicale américaine, ou appelée AMA, a été critiquée pour avoir proposé de ne plus désigner le sexe sur tous les certificats de naissance. Et ils ont en effet déclaré, je cite, leur explication ou en tout cas compréhension, c'est que le genre est une construction sociale qui décrit la façon dont les personnes s'identifient ou s'expriment. L'identité de genre d'une personne n'est pas toujours exclusivement masculine ou féminine et ne correspond pas toujours au sexe qui lui a été attribué à la naissance. Fin de citation. Ils en concluent donc que l'inscription du sexe du bébé sur la partie publique des certificats de naissance, comme cela a toujours été le cas, présente un potentiel de discrimination. Alors bien sûr, cette politique a été largement critiquée sur les médias sociaux pour ce que beaucoup ont qualifié de mépris de la biologie. Notamment M. Omri Seren, qui est conseiller en matière de sécurité nationale du sénateur républicain Ted Cruz et qui a écrit sur Twitter que la politisation quasi totale de la science au nom d'un fantasme progressiste marginal est arrivée très vite tout bien considéré. Fin de citation. Alors que le rédacteur en chef du New York Post, Sohrab Ahmari, a écrit avec un sarcasme apparent que ce n'était pas suffisant. L'AMA aurait dû créer une division entière de recherche consacrée à la démolition du mythe socialement construit des chromosomes et l'appeler le département Lysenko. La référence ici à Lysenko est particulièrement intéressante quand on sait que Trofim Lysenko est un biologiste soviétique connu pour justement avoir utilisé la politique et l'opinion publique pour supprimer ceux qui s'opposaient à sa science pseudogénétique, connue pour être basée sur l'idéologie marxiste-léniniste. Une autre réaction à cette proposition de l'Association médicale américaine a été celle de l'activiste féministe Rachel Moran qui a écrit sur Twitter, je cite, « Qui gagne si la réalité biologique est effacée des certificats de naissance et qui perd ?» C'est l'atteinte, dit-elle, la plus grave à la dignité et à l'autonomie des femmes que j'ai jamais vue de ma vie. Fin de citation. Selon l'AMA, la majorité des États, soit 48 exactement, permettent déjà aux personnes de modifier leur désignation de sexe sur leur certificat de naissance pour refléter leur identité individuelle. 2 États ne l'autorisent pas, à savoir le Tennessee et l'Ohio. Pour modifier la désignation du sexe sur le certificat, 31 États ont un processus administratif, 17 États exigent une décision de justice, 10 États autorisent actuellement une désignation non sexiste sur l'acte de naissance, remplacé généralement par un X. Par ailleurs, il y a 19 États qui autorisent actuellement une désignation non sexiste sur les permis de conduire. Passons à présent à la question des logements et des potentielles expulsions. En effet, des millions de personnes sont toujours dans l'incertitude quant à leur avenir en matière de logement. La Maison-Blanche déclare qu'elle n'a pas l'autorité légale pour prolonger de son propre chef l'interdiction fédérale d'expulsion qui a expiré. Elle met au défi les propriétaires de ne pas procéder à des expulsions pendant au moins les 30 prochains jours. Mais est-ce suffisant pour convaincre les propriétaires qui sont également eux-mêmes en difficulté? Biden n'a pas répondu aux questions sur les expulsions lors de son retour du camp David, qui est le lieu de villégiature officiel du président des États-Unis. Et pour le moment, la Maison-Blanche exhorte les États à adopter leur propre moratoire sur les expulsions pour éviter une crise nationale des sans-abri. Pour rappel, la semaine dernière, Biden exhortait le Congrès à prolonger l'interdiction des expulsions suite à l'intervention de la Cour suprême qui avait signalé que seul le Congrès pouvait la prolonger. Et pendant la pandémie, le Congrès a alloué plus de 46 milliards de dollars pour l'aide d'urgence à l'allocation qui a été peu ou pas distribuée. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, doit informer, courant de la semaine, les démocrates de la Chambre des représentants des mesures prises pour pouvoir distribuer cette aide.
Passons maintenant à l'état du soleil où la Floride enregistre un nombre record de cas de virus et d'hospitalisation au milieu d'une récente poussée nationale. L'État a déclaré que plus de 10 000 personnes sont actuellement hospitalisées, soit un peu plus qu'il y a un an. Et ils ont enregistré le plus grand nombre de nouveaux cas en une seule journée, le 31 juillet. D'autres États du Sud sont également touchés de plein fouet. La Louisiane, par exemple, a signalé plus de 10 000 nouveaux cas vendredi et les hospitalisations sont 7 fois plus nombreuses qu'il y a un mois. À Baton Rouge, l'un des plus grands hôpitaux de l'État, ils ont dû faire appel à du personnel médical d'urgence. Stéphanie Flood-Thomas, du Système national de médecine de catastrophe, affirme que des gens de tout le pays sont venus pour aider, du Colorado à la Californie, au Texas et au Maryland. L'ancien commissaire de la FDA, la Food and Drug Administration, Scott Gottlieb, dit qu'il pense que la vague commence en revanche à plafonner dans le sud. En effet, selon lui, le taux d'expansion ralentit dans les États comme la Floride, le Missouri, la Louisiane. Et dans certains États comme le Tennessee, il est déjà tombé en dessous de 1. Donc, selon lui, vous avez une épidémie qui commence à se contracter. Il pense que ça va continuer à baisser et que dans l'ensemble, nous sommes probablement plus proches de la fin que du début. Le docteur Larry Briand, épidémiologiste et auteur, affirme que le dernier variant est 3 à 4 fois plus infectieux que la grippe. Il estime qu'il faudra atteindre 90% de cette infectiosité pour obtenir l'immunité collective et une fois l'immunité collective atteinte, le taux de nouvelles infections tendrait vers 0. Cela pourrait, selon lui, mettre enfin un terme à la pandémie. De son côté, le maire de la ville de New York a annoncé que la ville exigera que toute personne qui entre dans les restaurants, les gymnases et autres lieux soit vaccinée ou ait reçu au moins une dose de vaccin. Ce sera une obligation qui entrera en vigueur à partir du 16 août. Le maire, Bill de Blasio, dit que c'est une première dans le pays. On ne sait pas encore si le laissez-passer sera étendu à d'autres lieux, notamment les supermarchés ou encore les lieux de vente d'articles de première nécessité. Restons à New York, où le gouverneur Andrew Cuomo demande à tous les employés de la Metropolitan Transit Authority et de la Port Authority de New York de se faire vacciner avant la fête du travail, soit le 6 septembre, ou de subir des tests hebdomadaires. Il affirme que c'est la première étape, mais que ce n'est que la première. En effet, si les cas de virus augmentent, Cuomo étendra l'obligation de vaccination aux employés de secteurs supplémentaires. Il affirme, je cite, que la vaccination sera obligatoire pour les employés des maisons de retraite si les chiffres augmentent. La vaccination sera également obligatoire pour les enseignants et puis obligatoire pour tous les travailleurs de la santé dans tous les hôpitaux privés qui sont en première ligne. Les obligations de vaccination ne s'arrêteront probablement pas là. Le gouverneur souhaite que les entreprises privées fassent de même. L'État de New York et la ville de New York exigent déjà que tous les employés de l'État et de la ville se fassent vacciner ou subissent un test de dépistage hebdomadaire. Les cas quotidiens dans l'État ont augmenté au cours de la semaine dernière, passant d'un peu plus de 1000 à environ 3000. En comparaison, ce nombre était d'environ 16 000 à 18 000 au plus fort de la pandémie en janvier. Et la ville de New York souhaite que davantage d'écoliers âgés de 12 à 17 ans se fassent vacciner avant la réouverture des écoles publiques cet automne. La ville dépense 1,3 million de dollars en publicité pour promouvoir la vaccination des enfants. Les New-Yorkais vont commencer à voir ces publicités à la télévision, dans les stations de métro ainsi que dans les supermarchés. Et avant de terminer cette émission, l'un des plus grands changements survenus pendant la pandémie a été le passage au travail à distance. Une nouvelle étude de l'agence Market Craftjack met en lumière la façon dont les gens se sont adaptés à leur espace de travail improvisé. Plus de 1500 personnes ont participé à l'étude. Parmi elles, 90% ont dépensé de l'argent pour améliorer leur lieu de travail pendant la pandémie en dépensant en moyenne 282 $. Alors, qu'ont-ils acheté? La plupart ont acheté des chaises, près de la moitié ont acheté des casques et plus de la moitié ont reçu de l'argent de leur employeur pour améliorer leur bureau à domicile. L'étude a également révélé des endroits surprenants d'où les gens travaillent. Seuls 32% ont déclaré travailler dans un véritable bureau à domicile.
31% ont déclaré travailler dans une chambre à coucher, 23% dans le salon, 9% dans la cuisine et 65% ne sont jamais sortis du lit. Plus de la moitié, soit 54%, ont choisi l'extérieur et l'air frais. Et 35% ont déclaré avoir travaillé dans un placard. Alors, l'expérience était-elle confortable? La majorité, soit 74%, déclarent avoir ressenti des douleurs, notamment dans le dos, le cou, les épaules et pas mal d'inconfort. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.